Bonjour à tous. Vous m'entendez? Il faut que je prenne un micro. C'est bon. C'est bon? C'est bon? Bon, très bien. On va peut-être un peu changer l'ordre du programme, puisque nous avons le plaisir d'avoir les deux intervenants de start-up, c'est-à-dire Nicolas Guillot et Gwendoline Carpati, puisque notre Monsieur Christophe Fromentin n'est pas encore arrivé. Alors quand même deux mots sur Connexion Materne, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas très bien. C'est une association qui rassemble tous les acteurs de la filière, des travaux publics et des infrastructures. Quand on dit la filière, c'est aussi bien les fournisseurs de matériel, de matériaux, les financiers, les assureurs, tous les acteurs dans ce domaine. Et l'idée est de promouvoir auprès du grand public des infrastructures innovantes et durables pour le bien vivre et le bien-être des usagers, afin de peser sur le débat public. En France, les travaux publics, les infrastructures se doivent d'être complètement entretenus, mais également développés. Un grand pays doit avoir des infrastructures qui sont de grande qualité. Et si vous voulez, il y a une image qui est faite d'associer trop le TP, les infrastructures au béton. Et de dire, c'était un peu l'image dans le grand public. Et ce que l'on veut montrer, c'est que, en fait, ces infrastructures entretenues et bien développées et innovantes, c'est pour l'intérêt de l'usager, pour qu'il vive mieux, pour qu'il soit mieux. Et qu'il a un rôle à jouer, qui est d'intervenir auprès des institutionnels, de son maire, du préfet, etc., pour que les financements soient développés. C'était un peu ça l'idée de Connexion Materne au départ. Et on intervient beaucoup dans la connectivité, dans la mobilité, et en ayant cette idée que toute innovation doit être durable, c'est-à-dire doit tenir compte des enjeux écologiques et également de décarbonation, etc. Et notre action, c'est pas une action qui se fait seulement de Paris, elle doit se faire sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Comment nous agissons, comment nous intervenons? C'est une communication digitale, hebdomadaire, sur les réseaux sociaux, qui valorise l'expertise de la filière pour le bien-être des infrastructures et le bien-être des usagers. En 2022, c'est 12,9 millions d'impressions. Nous avons un objectif 2023 de 15 millions et on devrait être pas loin de les atteindre. Et ça, c'est une action digitale sur les réseaux sociaux. Une communication digitale sur les réseaux sociaux. Mais Connexion Materne, c'est aussi une rencontre de professionnels de la filière, valorisant la qualité de l'expertise. Et on a les plus belles entreprises de TP du monde. Donc il faut les valoriser, il faut valoriser ce qu'elles peuvent apporter à l'usagers. C'est ça notre idée. Et ça, on le fait dans le cadre des clubs d'entreprise, qui sont des clubs d'échange au niveau trimestriel, que nous faisons à Paris, mais que nous allons faire en province également, où les professionnels de la filière se rencontrent et apportent des témoignages de leur savoir-faire. Et également, nous faisons intervenir sur des thèmes que nous avons choisis, qui sont des startups, qui elles montrent ce qu'elles peuvent apporter en termes d'innovation. Voilà les perceptions que nous prenons au niveau des professionnels. Mais cette filière, c'est aussi pour les jeunes une formidable source de métier, pour leur métier futur. Et montrer l'attractivité de ce secteur est important aussi. Donc nous avons également comme cible les jeunes, nous avons créé ce club des jeunes talents pour montrer combien ce secteur peut être porteur de challenge pour eux, mais également
de réalisation, et ceci dans le cadre également de la mixité, ce qui nous semble important. Enfin, le Code des entreprises, c'est une newsletter mensuelle et un site internet qui est en train d'être mené et qui sera en ligne à fin juin sur qui sera en ligne en fin juin. Voilà. Voilà. Alors, voilà nos membres. Ce sont des entreprises de travaux publics, ce sont des associations de travaux publics, ce sont des entreprises, des fournisseurs pour le travaux public, ensuite, et qui couvrent l'ensemble de la région. Et nous avons notamment les fédérations régionales de travaux publics, dépendant de la FNPP. Voilà. Qu'est-ce qu'être membre de la Connexion 21? C'est faire partie d'un écosystème qui rassemble les femmes et les hommes qui veulent promouvoir et défendre les infrastructures en France et peser sur le débat public. C'est participer. Ah bon, alors là, on va tenir le 30 secondes. Vas-y, assieds-toi. Il va pas voir la conclusion de notre président. Être membre de la Connexion 21, il va savoir ce que ça en fait. Participer, être membre de Connexion 21, c'est participer à des événements de qualité avec des intervenants plus que de choix. Nous sommes pour passer les services, pour valoriser les métiers et le savoir-faire du secteur. Et surtout, les contributions apportées pour le bien-être et le bien-vivre des usagers. Je dirais que c'est plus particulièrement vrai aujourd'hui avec le thème sur lequel vous allez intervenir. Promouvoir les initiatives de réalisation innovantes et vertueuses, contribuer à informer l'opinion publique avec pédagogie, pragmatisme, sur l'intérêt de protéger le patrimoine. Les infrastructures, c'est notre patrimoine à nous tous, usagers. Promouvoir les métiers de la filière auprès des jeunes talents, auprès des jeunes. Voilà. Alors, c'est aussi pour les membres le moyen d'être une victime permanente, d'être mise en valeur, de valoriser les travaux des différents membres dans le cadre du club des entreprises, de recevoir un club des entreprises dans le milieu chaque fois, et d'adhérer à un réseau de professionnels reconnus, partager un état d'esprit et des valeurs communes. C'est ça qui est important. Partager un état d'esprit et des valeurs communes pour plus d'action, une action concertée. Nos ambitions 2023, 15 millions de vues annuelles, 4 clubs des entreprises, dont minimum 2 en région, poursuite de notre partenariat avec les réseaux de start-up, les impulse partenaires, développement de la territorialité et intégration des FRTP, participation à des rencontres, événements extérieurs, des démarrages du club des jeunes talents dès fin juin avec des vidéos de jeunes femmes qui ont choisi le secteur des travaux publics, et ça a été tout à fait intéressant. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Monsieur Jean-Claude Fromentin, vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en charge des infrastructures routières et navigables, maire de Neuilly-sur-Seine, président de Territoire en Mouvement, qui va nous parler de l'investissement dans les infrastructures pour un aménagement du territoire au service des usagers. Très bien. Très bien. Mais écoutez, merci de votre accueil. Voilà, très heureux de partager avec vous des sujets de réflexion voilà, que je vis à la fois comme élu, bien sûr, mais aussi dans une réflexion plus de fond sur l'aménagement du territoire et même avant ça, et sur, en fin de compte, un peu les projets de vie des Français. Je pars de loin, hein, quand on fait de la politique, on se bat pas pour des infrastructures, on se bat pour que les gens soient heureux. C'est bien ça, c'est tout. Et le reste, c'est ce que je dis souvent à certains collègues qui sont très, très techno ou très techniques. Je leur dis, n'oubliez pas que notre engagement politique, il est pour ça. Il est pour que les gens puissent réaliser leur projet de vie où ils le souhaitent. Et qu'il n'y ait pas d'injonction territoriale, d'injonction métropolitaine, d'injonction rurale ou d'injonction d'aucune sorte, que les gens puissent ouvrir finalement le champ de la géographie
du pays pour réaliser ce qu'ils veulent. Certains veulent vivre à Paris ou à Neuilly, d'autres veulent restaurer une maison au fin fond de la campagne, d'autres jeunes rêvent d'habiter à la montagne ou sur un spot de kitesurf. Chacun doit pouvoir réaliser la vie qu'il veut. Et c'est intéressant, et cette entrée en matière, parce que j'ai fait récemment un colloque sur les échelles. Quelles sont les bonnes échelles pour bien résoudre les enjeux. Et on avait commencé par les grandes échelles sociales, et voire sociologiques. Et les chercheurs qui étaient là disaient, c'est impressionnant de voir comme les nouvelles générations veulent s'affranchir de l'injonction métropolitaine, comme ils veulent avoir cette liberté de vivre là où ils veulent vivre, là où ils rêvent de vivre, là où ils rêvent de réaliser un projet familial et personnel. Et qu'à la différence probablement de nos générations, enfin de la majorité que je vois dans la salle, où nous, le progrès était consubstantiel de la grande ville, pour des histoires économiques de masse critique. C'est-à-dire que si on va voir quelque chose de moderne, il fallait être dans une zone de densité. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, et en particulier les générations à venir, ce qu'on appelle les générations alpha, on suppose, on voit sur les générations jeunes, mais ça sera de plus en plus vrai probablement, que finalement la mobilité numérique fait que pour eux, la modernité, ils l'ont dans leur poche. Donc, s'ils veulent vivre au bord de la mer, à la campagne, restaurer une maison, finalement, ils embarquent cette modernité dans leur poche, alors que pour nous, l'effet de masse critique lié au modèle économique de la révolution industrielle, c'est que pour avoir un grand espace culturel, une grande bibliothèque, il faut qu'il y ait une grande masse critique de population. Et donc, il y avait une espèce de corrélation entre la masse critique démographique et l'accès au progrès, l'accès à la modernité. Et ce schéma, il vole en éclats. Et je fais actuellement une thèse d'économie à Paris 1 sur finalement l'idée que l'urbanité de demain sera dissociée de la ville. C'est-à-dire qu'on pourra vivre de manière très urbaine, où on veut, et que ce schéma qui date de l'Antiquité, c'est-à-dire que l'urbanité, c'est la ville, c'est un schéma qui va probablement exploser. Et c'est ce qui m'avait amené à écrire un livre en 2018, qui s'appelait « Travailler là où nous voulons vivre », qui a été finalement le contre-pied d'un phénomène qui a eu 2 siècles d'existence, vivre là où il y a du travail, puisque le modèle économique, encore une fois, de la révolution industrielle, cet effet de masse critique économique, faisait qu'on allait vivre là où il y avait du travail, et qu'aujourd'hui, la tendance qui est très présente dans tous les pays occidentaux, alors moins vrai dans les pays émergents pour des raisons sur lesquelles c'est pas pertinent de venir aujourd'hui, mais dans les pays occidentaux, il y a un phénomène de dilatation de la ville, parce que cette liberté, cette envie de liberté, de travailler là où on veut travailler, est accélérée par des phénomènes numériques. Et puis, probablement, les sociologues disent aussi, par une espèce de saturation, les sociologues disent on a tous une part de métaphysique et une part de rationnel. Et si on va trop loin dans la part de rationnel, la part de métaphysique, c'est la part de rêve, la part d'espace, la part d'imaginaire, la part de spirituel, cette part-là, elle ressurgit et on a envie de respirer, on a envie d'oxygène. Et on a clairement aujourd'hui cet effet, cette envie d'oxygène, cette envie de liberté, cette envie de nature, qui est, encore une fois, dans la classe d'âge inférieure à 35 ans, très importante. Et vous avez sans doute vu, notamment l'IFOP a fait un livrable il n'y a pas très longtemps intéressant là-dessus. 87% des moins de 35 ans veulent vivre dans une ville moyenne ou dans un village. Ça dit beaucoup quand même de cet aménagement du territoire de demain. Et donc je fais ce préambule parce qu'en fin de compte, on le voit bien, si on veut accéder ou permettre d'accéder à cette liberté, et elle est fondamentale parce qu'elle est un élément d'équilibre social et politique, mais fondamentale aussi parce qu'elle est un élément de réitération de nos avantages compétitifs. Si on fait une économie métropolitaine, métropocentrée, qui va être très standard par rapport à nos concurrents américains ou chinois, on va perdre ce qui fait le sel de notre différenciation économique. Donc, refertiliser notre diversité territoriale et culturelle est essentiel. Et donc, ça pose un sujet, c'est que, et il y a eu beaucoup de travaux de recherche là-dessus, qui disent, attention, mettre une armature numérique sans mettre une armature parallèle d'infrastructure, ça mène dans le vide. Si vous mettez de la fibre partout en France, mais vous ne juxtaposez pas sur le même périmètre un périmètre et une armature infrastructurelle, vous allez pédaler dans le vide. Ou alors, ce serait une affaire d'happy few qui diront, moi, j'ai la 5G ou la fibre dans la Creuse, je reste sur une ferme et je suis avocat à la Défense. Mais ça ne participera pas d'une réelle dynamique d'aménagement du territoire et d'une perspective politique à forte croissance. Donc on a ce premier sujet, c'est que si on n'a pas la même ambition pour les infrastructures que pour le numérique,
on fera fausse route parce qu'il faut empiler sur des périmètres similaires ces systèmes d'armature structurante. Le deuxième élément, c'est que l'investissement en infrastructure, vous le savez, il y a eu un gros travail qui avait été fait il y a 4-5 ans, 3-5 ans par le FMI, qui disait la croissance durable, elle est directement adaptée aux infrastructures. Et donc, il le démontrait avec des effets sur la croissance, des effets sur l'emploi, des effets sur l'accès à la modernité. Donc, les infrastructures sont vraiment un élément fondamental d'une perspective de relance et de développement durable. Et on l'a vu sur le plan américain à la sortie de la crise du Covid, il a été axé prioritairement sur les infrastructures, avec cette idée d'irriguer les villes moyennes, puisque les Américains ont pris conscience que le boom des villes moyennes, pour les effets que j'évoquais tout à l'heure et qui valent aussi pour la France, est un élément fondamental dans la qualité de vie et les projets de vie qui peuvent adresser à la population. Et donc, on est à un moment où il y a ce besoin d'investissement, mais à un moment avec une attrition très forte de l'investissement public en matière d'infrastructure. Moi, je me rappelle d'un débat dur à la Commission des finances de l'Assemblée nationale quand j'étais député, où l'agence, le budget annoncé pour l'Agence nationale des infrastructures de transport était ridicule, était à peu près celui du Conseil général des Hauts-de-Seine. Et donc, je m'étonnais auprès du ministre de cette absence d'ambition pour abonder ce budget, et il me répondait, mais monsieur le député, l'avenir est aux métropoles, donc il n'y a pas de sujet. Et ce qu'on voit sur les infrastructures, on le vit sur la carte hospitalière, on la vit sur la carte d'équipement public en général. Il y a un discours extrêmement performatif, c'est-à-dire un discours de mauvaise efficacité, qui est de dire c'est trop facile de dire le monstre métropolitain, parce que ça vous exonère d'un certain nombre d'engagements infrastructurels pour l'aménagement du territoire. Et je pensais que dans ce sens, la crise des Gilets jaunes, finalement, créerait une tension positive. Et ceux d'entre vous qui ont lu le rapport du Conseil d'analyse économique au lendemain de la crise des Gilets jaunes, c'est clairement écrit qu'il y a une remise en cause de la doctrine métropolitaine que le même Conseil d'analyse économique avait mis comme étant fondamentale 3 ans plus tôt, et qui reconnaît, on s'est trompé. L'avenir n'est pas dans une construction métropolitaine, au sens démographique, pas au sens fonctionnel, je reviendrai dessus, dans la mesure où il y a une aspiration spontanée et très forte à vivre dans l'ensemble du tissu territorial français. Et donc, voilà, les Gilets jaunes sont la conséquence de ce phénomène où on retire le tapis sous les jambes des gens, et qui se sentent je suis content de vivre là, et on me prive finalement du cadre de vie auquel j'adhère. Et je cite souvent l'anecdote parce qu'elle avait été pour moi très convaincante. Au moment des Gilets jaunes, j'avais été sur un rond-point à Nogent-le-Rotrou, dans l'heure. Et donc, j'avais passé l'après-midi avec les manifestants, et à la sortie, un des manifestants, un des Gilets jaunes, me raccompagnait à la voiture, et puis je lui dis, bon, et vous, personnellement, comment vous vivez ça? Et il me dit, vous savez, moi, je rêve d'acheter une maison dans la ville où je vis, donc petite ville de 10 000 habitants. J'ai l'argent pour le faire, j'ai l'emprunt et l'accord de la banque, mais je le ferai pas. Et il gagnait 1 700 € par mois, sa femme aussi. Et je lui dis, mais pourquoi vous le ferez pas? Il me dit, parce que je ne peux pas prendre le risque d'investir toutes mes économies et 20 ans d'emprunt dans une ville où je ne suis pas garanti des infrastructures. C'est-à-dire que si on me dit, si on me prive de la gare, si on me prive de la route, si on me prive de l'hôpital, si on me prive, et donc l'instabilité infrastructurelle et d'équipement public est un phénomène qui bloque mon investissement. Et je préférais, m'a-t-il écouté, je préfère acheter une chambre de bonne dans votre ville de Neuilly que la maison que je peux acheter, dont je rêve de vivre dans la ville où j'habite. Et vous voyez, je me suis dit, ça m'avait marqué parce que, en fin de compte, la clé pour convaincre aussi un gouvernement demain, elle est là. Parce que le maire d'une ville moyenne, alors moi j'ai la chance d'une ville qui est vraiment dans le privilège inverse, mais les collègues de petites villes, qui savent pas si on va maintenir la ligne de train, qui savent pas si on va maintenir la maternité, qui savent pas si on va maintenir l'hôpital ou le lycée, parce que il n'y a pas de mise en cohérence d'une armature territoriale en France. Les collègues n'investissent pas, leurs habitants n'investissent pas, les commerçants ne prennent plus de risques et partent dès qu'ils ont l'opportunité de partir, et les entrepreneurs se disent, pareil, tu crois que je vais investir dans un entrepôt, dans une machine supplémentaire dont l'amortissement sera de 30 ans, si on me coupe les vivres en matière logistique notamment et en matière d'infrastructure.
Et je ne comprends pas, et j'ai eu l'occasion de le dire au président de la République, au ministre de l'Intérieur et dans les débats parlementaires, pourquoi on ne sait pas aujourd'hui armaturer une vision de l'aménagement du territoire autour de métropoles qui ont un rôle à jouer comme hub, comme plateforme, comme connecteur avec le monde, et puis comme système référentiel, de villes moyennes dont on stabilise le niveau, le niveau de service et le niveau d'équipement, et avec un système infrastructurel de relations plugué et juxtaposé, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur le réseau numérique, sur lequel on met des moyens importants, avec néanmoins un défaut, et qui trahit justement le côté erratique de la politique, des politiques publiques, c'est que les opérateurs de télécom ont l'obligation de fibrer des quotités de villes moyennes et de territoires ruraux, mais on leur dit pas lesquels. Et je me rappelle d'un débat avec Elisabeth Borne, à l'époque, elle n'était pas encore Premier ministre, je te repeins, où elle vante l'obligation qui est faite aux opérateurs de fibrer une partie du territoire, et je lui dis, mais est-ce que vous croyez, même Borne, que quand on a fait les réseaux d'autoroutes, c'est qu'on les a concédés dans les années 60-70, on a dit aux opérateurs, faites 200 km d'autoroute, mais où vous voulez. Et donc, on leur a dit, non, il y a à l'époque une politique d'aménagement du territoire, vous allez nous relier Paris à Orléans, à Tours, etc. Alors que là, on dit, vous fibrez les métropoles, bon, ça, il n'y a pas de mérite à le faire, parce qu'il y a un rendement rapide, et vous nous faites une quotité de 20% de ville moyenne. Et bon, les amis, c'est pas aux opérateurs de décider où est-ce qu'ils fibrent. Et donc, on a vraiment un vrai sujet aujourd'hui, c'est d'armaturer une politique d'aménagement du territoire. Parce qu'elle le sait, pour me plaide, je vais travailler en 2015-2017 avec un pôle de géographes et d'universitaires, et on avait fait un exercice assez intéressant. On avait demandé à 50 organisations françaises, privées et publiques, mais beaucoup privées, les centrales d'achat de Carrefour, le réseau d'AXA, etc. On leur avait demandé leur carte de France. Donc tout le monde nous avait envoyé sa carte de France, comment elle est organisée, mes magasins, mes directions régionales, mes délégations départementales, etc. Et on avait mis toutes ces cartes sur des calques et on les avait mis les unes sur les autres. Ensuite, on avait mis la carte des flux et on avait extrait de ça une carte de France opérationnelle. C'est la carte de France telle qu'elle vit. Et on voyait se dessiner dans cette carte de France, finalement, un réseau de 300 villes moyennes qui était assez dynamique, un réseau de 8 métropoles qui étaient des hubs pour ces villes moyennes, et un système assez intéressant de connexion de ces villes moyennes, ces grandes villes, ces métropoles au reste du monde. Et on avait travaillé avec notamment un géographe qui est maintenant à la région Aquitaine, s'appelle Bouba Oulga, qui est un géographe extrêmement intéressant sur ces sujets-là. Et on avait dit à ce moment-là, on doit armaturer la France sur 350 villes moyennes, sanctuariser un niveau de service et un niveau d'équipement, faire en sorte que tous les Français soient à moins d'un quart d'heure, 20 minutes de ces villes moyennes, c'est une question d'équité, et faire en sorte que toutes ces villes moyennes soient à moins d'une heure et demie d'une métropole elle-même connectée au monde. Et on avait dit au gouvernement, et ça avait été voté à la majorité, cette carte, en commission d'aménagement du territoire à l'Assemblée, ça a été retoqué ensuite dans l'hémicycle, mais ça avait montré qu'il y avait un consensus politique, actif, opérationnel, de bon sens. Après, il y a eu une opposition politicienne dans l'hémicycle, mais sur cette idée-là. Et j'avais, moi, défendu le fait que si un gouvernement, un chef d'État était capable de stabiliser un schéma territorial comme ça, d'abord, tout le système infrastructurel trouvait du sens, parce qu'on avait une doctrine, vous avez 8 métropoles, 300 villes moyennes, une véritable équité de tout le monde est à un quart d'heure d'une ville moyenne, donc d'un corpus d'équipement. Toutes les villes moyennes sont à 1h30 d'une métropole avec un corpus de référence. Et ensuite, on construit les infras. On construit les infras dans un ordre de marche. Et pas de façon erratique, hein. Vous l'avez vu sur les RER, du nouveau RER, c'est, quel élu dépose un projet. Mais on peut pas, l'État stratège, il ne peut pas subir la volonté des élus, fort intéressante, mais néanmoins, si vous avez d'un côté la volonté des élus, vous avez de l'autre côté le ministère de la Santé qui fait sa carte, vous avez de l'autre côté l'Agence pour la cohésion des territoires qui a sa logique, vous avez le ministère de l'Éducation nationale qui a son schéma directeur de lycée, vous avez la SNCF qui a ses projets, vous avez un bordel, entre guillemets, excusez-moi du mot, mais un bordel qui nous coûte une fortune, parce que tout ça crée une forme de conflictualité, des échelles asymétriques, et donc un système d'infrastructure qui ne devrait pas être un combat. Et quand je discute avec probablement beaucoup de vos adhérents qui font du concessif, qui sont à la fois opérateurs de travaux publics et en même temps acteurs de concession, ils me disent, tu comprends, nous,
prendre du risque sur un schéma d'aménagement du territoire asymétrique et pas stratégique, c'est extrêmement dangereux. Parce que, très bien, l'État nous dit on met une route ou une ligne là, et si le ministère de la Santé supprime l'hôpital, on aura l'air malin, quoi, une route qui mène nulle part. Et il y a voilà ces corrélations stratégiques qui ne sont pas aujourd'hui traitées dans le projet. Donc moi je pense qu'il y a deux sous-jacents, deux arrière-plans au débat sur les infrastructures. Un arrière-plan sociologique, je l'évoquais au départ, parce qu'on ne peut pas construire des infras sans comprendre où les gens veulent vivre, c'est un prérequis. Il y a ensuite un deuxième prérequis, un deuxième arrière-plan, c'est la mise en cohérence d'un système de services publics et privés. Et ensuite, une fois qu'on a posé ces principes, il y a un système de câblage qu'on appelle dans votre métier les infrastructures. Et donc, il doit avoir un parallèle, une correspondance numérique, puisque forcément le numérique est un élément d'irrigation infrastructurelle stratégique aujourd'hui. Voilà. Et là, on peut sereinement, à mon avis, trouver les leviers financement, parce qu'on aura stabilisé une perspective qui est, encore une fois, adossée sociologiquement à une réalité. Voilà. Et moi, j'en suis d'autant plus convaincu, vous voyez, que les travaux universitaires que je mène en ce moment montrent que je suis administrateur de Paris La Défense et je suis effaré par la rapidité de délitement des systèmes tertiaires à forte concentration. Alors, dans ma thèse, j'étudie finalement le phénomène de désintermédiation. C'est-à-dire que les villes, depuis le Moyen-Âge, se sont justifiées par les intermédiaires marchands et financiers qui ont été les déterminants de la construction urbaine. Et aujourd'hui, comme vous avez un système de désintermédiation, c'est-à-dire que les intermédiaires perdent du terrain au profit de toute une série de systèmes, que sont les plateformes, que sont la démonétisation d'un certain nombre de flux, que sont le troc, et j'en passe. Et l'intermédiation financière est représentée au mi-temps du XXe siècle 50% des flux financiers, elle est à moins de 20% aujourd'hui. Donc les banques sont ébranlées dans un système de verticalité qui ne correspond plus. En revanche, les banques se redéploient sur le territoire parce qu'elles suivent leurs clients avec finalement des services nouveaux qui sont moins de l'intermédiation financière que ne l'a été leur métier traditionnel. Et donc il y a une dynamique, une cinétique de la société et de l'économie et des facteurs sociaux qui est une cinétique de redéploiement. Et donc pour conclure, vous voyez, ma conviction, c'est de dire on va passer d'un modèle concentré, modèle encore une fois très indexé sur le modèle économique de la révolution industrielle, à un modèle distribué, parce qu'il est influencé à la fois par des choix de vie qui légitimement veulent se rapprocher de la nature et aller sur des échelles humaines, et par un système, un vecteur numérique qui affranchit les gens des contingences de la centralité et de l'injonction centralisatrice. Donc on a un sujet, et je trouve très intéressant, vous voyez, qu'une fédération comme la vôtre, qui est bourrée de capteurs, dans ce que vous rappeliez notamment en introduction, finalement, soit force de proposition en allant assez loin, parce que je pense que vous avez le crédit, puisque vous êtes à la fois opérateur et, dans certains cas, proche ou concessionnaire, de dire, voilà, nous, on pourrait s'engager davantage, professionnels des infrastructures, pour autant qu'il y ait une vision, et nous, la vision sur laquelle on travaille, c'est telle ou telle vision, avec, voilà, encore une fois, un embarquement politique qui, à mon avis, bien supérieur à ce qu'on croit. Et encore une fois, je l'avais vérifié, moi, dans les travaux parlementaires, et je le vois aujourd'hui dans mes échanges avec beaucoup de collègues et beaucoup de régions, notamment. Les régions étant prêtes, mais à prendre leur part dans un schéma national d'aménagement du territoire et dans une part d'investissement d'infrastructures, elles sont convaincus qu'ils la rendent dans une logique de société nouvelle. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça va. Comment y aller? Alors, nous, Connexion 21, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là. On est une association où on fait la promotion des infrastructures auprès des usagers en leur décrivant pas d'infrastructure, mais en leur disant comment ils vont vivre avec. C'est-à-dire que, et François l'a dit, pour nous, une infrastructure, c'est un patrimoine. Donc, on est vraiment auprès de vos citoyens en leur disant, écoutez, il faut que vous appropriez les infrastructures, on va voir votre maire, on va voir votre député, et en disant, regardez, dans telle ville, il y a une infrastructure intelligente, où on y vit bien, pourquoi vous ne la faites pas? C'est un petit peu ça le cadre, et on réunit toute la filière. Il n'y a pas que l'opposition publique, il y a les loueurs, il y a les fabricants de matériaux, etc. Alors, ma question, ça c'est pour vous redonner qui nous sommes. Alors, ma question, en vous écoutant, c'est malheureusement la vérité. Nous n'avons plus le ministère du Plan. Alors,
Ma question, c'est à l'époque où on a, dans les certain nombre d'années, on avait un ministère du Plan. Est-ce que vous pensez que le ministère du Plan était une réponse à éviter cette gabegie ou c'est parce que il y a un autre phénomène, c'est que vous ne l'avez pas cité, mais il y a aussi à faire face aux écologistes qui viennent aussi casser des projets qui sont intelligents. D'où notre mission aussi, que ce soit pas juste les écologistes qui causent, mais que ce soit les citoyens. Voilà. Est-ce que le ministère du Plan pourrait être Une réponse. une réponse? Juste sur le préambule, sur votre mission, enfin, là, je reprends ma casquette de maire plus que Ben oui, c'est de réflexion. Bon, moi, j'ai mené un beau projet d'infrastructure qui est la réaménagement de l'avenue Charles de Gaulle, hein, qui est un projet que j'ai lancé en 2009, que je termine en 2025. Donc, un projet qui met 16 ans. Voilà, avec une ambition hein, très partagée avec la population, puisque ça a été vraiment, je vis avec ce projet depuis que je suis près de mon premier mandat, c'est de reconquérir de l'espace public, de redonner de l'espace public. Et donc, je redonne 10 hectares d'espace public, ce qui est, à l'échelle d'une ville de 350 hectares, vous voyez, probablement un des plus grands projets d'aménagement urbain et d'aménagement paysager. Et l'adhésion est extrêmement forte, parce que de droite à gauche, là, je suis pas beaucoup d'écolos réactionnaires, ou révolutionnaires plutôt à Neuilly, hein. Mais néanmoins, oui, j'ai d'abord une population qui ne manque pas de réagir hein, légitimement quand il y a un projet aurait tenté que le projet n'ait pas de sens. Et une manière que j'ai eue de finalement associer, c'est exactement ce que vous dites, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que quand je faisais ma première campagne, on me disait tous les jours, le problème de Neuilly, c'est l'avenue Charles de Gaulle. Et moi, je répondais, l'atout de Neuilly, c'est l'avenue Charles de Gaulle. Parce que quand vous avez une part de territoire qui va des Tuileries à la Défense, qui est l'axe incroyable, c'est un des plus beaux axes du monde, dessiné par le nôtre, qui porte une promesse économique et une promesse patrimoniale fabuleuse. Donc vous pouvez pas ne rien en faire. Et j'y étais, les amis, on va faire de cet axe quelque chose d'incroyable. Et donc on a lancé l'idée de l'axe majeur. Donc on a déposé cet intitulé axe majeur. J'ai été voir à l'époque mon collègue de Paris qui était de la Noé. Je lui ai dit attends, tu crois pas qu'on pourrait au lieu d'avoir cette espèce d'axe totalement fragmenté, on peut pas créer un continuum. Et donc j'avais été voir le patron de la Défense. Et donc, on a lancé cette dynamique axe majeur, et vous le verrez, puisque c'est une infrastructure symbolique, le 11 juillet, on réaligne la Grande Armée et l'avenue Charles de Gaulle. Donc, on renoue les deux. Et je me rappelle du moment où j'ai fait le dessin devant Delanoë à la mairie de Paris, je dis, attends, première chose, faut qu'on refasse l'axe, qu'on enlève ce rond-point ridicule qui sert à rien. Donc, on refait l'axe. Et donc, nous, on a ensuite convaincu que c'était un patrimoine. J'ai fait un truc qui a eu beaucoup d'impact, c'est qu'en 2009, convaincu que j'allais réussir mon truc, j'ai pris 20 hectares dans le nord de la France, j'ai planté des petits arbres, et je me suis dit, j'aurai comme ça, peut-être dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, des arbres de 15 mètres. Et donc aujourd'hui, j'implémente des arbres de 15 mètres de haut, et tous les collègues me disent, mais où t'as trouvé? Parce que c'est inachetable, des arbres de 15 mètres, ça n'existe pas. Surtout quand on en achète 300 ou 400, et alors ça coûte une fortune. Et donc on a aujourd'hui un vivier de grands arbres, et on refait le double alignement d'arbres de le nôtre, avec des arbres matures, et donc avec une très très belle perspective. On a fait du granit en grosse épaisseur, donc on a acheté 40 000 tonnes, c'est plus que la production nationale. Donc on a été cash sur la qualité de l'infrastructure et de l'aménagement. On a fait un grand concours international de paysagistes pour avoir les plus belles signatures. Et après on a une énorme négo avec l'État pour lui faire accepter de changer la morphologie du flux. C'est-à-dire que l'État dit faut pas bouger parce que pas de bouchons dans les tunnels en amont et en aval à cause du terrible drame du Mont Blanc. Et donc on a dit très bien, nous on va coller des capteurs partout, on va faire des études d'origine-destination méga, on va comprendre le flux et on va comprendre comment on peut lisser le flux et finalement réduire la largeur des voies, enlever une voie de chaque côté sans pour autant remettre en cause la fluidité du trafic. Tout ça a pris des années. En 2015, j'ai réussi à déclasser l'avenue Charles de Gaulle et à la récupérer dans mon patrimoine. Ensuite, on a monté 1 an d'enquête publique, hein, parce que malgré tout, il y a 150 000 personnes qui passent par jour en voiture. Il y a 40 000 personnes qui travaillent sur l'avenue Charles de Gaulle. C'est la 3e station de métro de la RATP. Donc, il y avait des dynamiques qu'il fallait gérer. Mais en tous les cas, aujourd'hui, oui, l'acceptation très forte de ce projet, parce que j'ai 0 pétition, 0 contestation, c'est le patrimoine. C'est-à-dire, on restitue un patrimoine. Et un compromis sur les mobilités. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la Hidalgo
en disant bah plus de voitures, tout pour les vélos. Et je lui ai dit, hein, parce qu'elle m'a invité à un débat il y a 2 mois à la mairie de Paris avec elle, quoi, hein, là-dessus, parce que c'est comme je suis indépendant, j'ai pas l'inconvénient de pas la taper comme les partis. Mais je lui ai dit, fais une étude de flux sur le périph'. Tu verras, je pense que tu peux trouver des solutions de compromis, c'est arriver à tes fins, et pourquoi pas, mais sans pour autant braquer tout le monde et avoir ce discours en disant je fais ça pour la santé publique, allez vous faire foutre, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. Et bon, il y a un problème de doctrine et de culture politique. Sur La question sur le plan. Oui, sur le plan, alors on a un commissaire au plan, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est dommage parce que il a France Stratégie, il a le Conseil d'analyse économique, il a ce commissariat au plan, donc il a tous les outils. Mais si vous n'avez pas une aspiration politique avant, bah, finalement vous pouvez avoir la plus belle caisse d'outils, bah, vous ne savez rien en faire. Et je crois qu'il y a un problème d'aspiration du président de la République sur l'aménagement du territoire. La Startup Nation, elle n'a rien à faire de l'aménagement du territoire. Et la réindustrialisation, c'est un concept qui est complètement creux. C'est un concept qui n'existe pas. Même, je ne crois pas du tout à cette idée qu'on va réindustrialiser et surtout réincorporer les filières. Parce que, voilà, il y a un problème de prix de revient, il y a une charge sociale et fiscale en France qui est incompatible avec les prix de revient que les chaînes de valeur sont capables de proposer aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de faisabilité économique à une réindustrialisation qui prolonge le modèle de la révolution industrielle. Il y a en revanche une réitération de l'industrie avec la technologie, avec les avantages comparatifs, qui est un beau sujet, qui est un vrai sujet. Mais la manière dont tout ça est aligné ne marche pas. Donc et moi je reste convaincu que s'il n'y a pas une inspiration territoriale, c'est l'idée justement de réinvestir et de réhabiter au sens à la fois fort et métaphorique du mot, ou métaphysique du mot, si on ne propose pas aux Français de réhabiter la France, c'était la thèse de Simone Veil, la philosophe, en 43 auprès de De Gaulle, hein, qu'il faut réapprendre à aimer la France, et je pense que si on n'a pas cette inspiration politique, au sens vraiment fort du mot, on ne trouvera pas demain les canons d'un aménagement du territoire et d'une ambition infrastructurelle. Mais ça rejoint le patrimoine. Hein. Alors, du coup, je réitère un peu la question différemment. Moi, j'ai bossé dans la D2, les années 98, vous voyez, Coupe du Monde, première de foot. Je faisais la 86, des gros projets autour de Paris, dans un truc qui s'appelait le ministère de l'équipement. Il y a toujours eu cette dualité entre l'État stratège, qui gouverne, les versions gauliennes, faites-moi le périphérique, le roi décide, et qui suit et qui aménage le territoire, avec une vision stratégique, post-industrielle, ou demain distribuée, tel que vous l'évoquez, qui participe d'un projet ou d'une stratégie d'un État, qui voit clair sur où sont les enjeux du territoire, et qui appelle derrière en corollaire des projets d'infrastructure. Et puis, la réalité locale, qui au fond, la thèse que vous défendez en tant que maire, qui est le bien vivre et l'aspiration au bonheur ou au bien vivre des citoyens. Et donc, cette dualité, elle existe, je dirais pas comme l'an 40, mais je l'ai connue déjà il y a quelques décennies. Comment vous voyez justement le modèle de gouvernance pour y arriver? Parce que, en fait, il faut réconcilier deux choses. C'est-à-dire, la stratégie territoriale, qui s'exprime souvent de manière au-delà des collectivités. Il faut bien tracer des routes qui traversent des départements, des régions. Absolument. Faut aller aux villes moyennes que vous décrivez. Et ça, effectivement, il faut des choses qui dépassent un petit peu l'intérêt du local. Souvent avec le sujet du NIMBY, hein, notre My Backyard, qu'on connaît bien. Et puis derrière, effectivement, réconcilier l'usager avec l'infrastructure qui va finalement lui servir, parce qu'elle veut lui amener des services, ça lui permettre de vivre sur un territoire. Donc, vous voyez le bon modèle de gouvernance. Donc, pour revenir peut-être pas dans un truc qui s'appelait la DATAR, mais quelque chose qui... Ouais. Alors, je pense que le débat, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on a eu il y a 15 jours, le premier débat, c'est un débat sur les échelles. C'est-à-dire qu'il y a des grands enjeux, un enjeu énergétique, un enjeu social, un enjeu économique, un enjeu entrepreneurial. Et quelles sont les bonnes échelles pour tous ces enjeux? Je pense qu'il y a 3 échelles de redistribution des enjeux. Il y a une échelle territoriale, il y a une échelle nationale et une échelle européenne. Et pour la première fois, je pense qu'il faut se poser la question de la souveraineté, non pas en monolithe, mais il y a 3 souverainetés à retrouver. Il y a une souveraineté nationale, elle est angulaire, elle est majeure, elle est liée aux grands enjeux régaliens et aux grands enjeux stratégiques. Il y a une souveraineté territoriale, elle est garante d'une diversité culturelle, d'un sentiment d'appartenance, d'une certaine
de certaines aspirations au bien-être. Donc, il ne faut pas détruire cette souveraineté territoriale. Et je pense qu'on l'a largement écornée par l'absence de politique d'aménagement du territoire, qui a fait fuir les gens, qui les a privés finalement de la valeur territoriale depuis des années. Et il y a une souveraineté européenne qui est aujourd'hui, à mon avis, indiscutable, qui est une souveraineté énergétique, qui est une souveraineté dans le rapport de force avec les blocs sur des politiques normatives, monétaires, etc., qui est une politique d'immigration aussi, qui, on le voit, n'échappera pas à l'étiage et à la dimension européenne. Donc, vous voyez, ce vieux débat en disant il est souverainiste, il est européen, il est localiste, il n'existe pas. Il faut apprendre à encastrer les échelles, considérer la souveraineté d'une échelle et redistribuer un certain nombre d'enjeux. Ensuite, ça pose la gouvernance. Alors, moi, longtemps, j'ai été un défenseur, vous voyez, un promoteur d'une réforme structurelle de la gouvernance, en disant il faut des grandes régions pour différentes raisons, il faut redonner de la force aux communes, il faut donner une logique différente à l'intercommunalité, il faut recabler fiscalement, etc. Je suis toujours partant pour ouvrir ce dossier de la réforme structurelle, mais je pense qu'il est un serpent de mer, et quand je vois les collègues qui s'hérissent dès qu'on menace la suppression de leur structure, je pense que c'est un combat difficile. Pour autant, ce que je disais l'autre jour au débat sur les échelles, il y a un sujet de contractualisation. C'est-à-dire que si demain l'État disait, voilà, il y a telle compétence, et la santé par exemple. Santé est typiquement un enjeu qui doit être remis à la maille des régions. Dans un master plan national, mais à la maille des régions. Avec cette idée de ville moyenne et de système référentiel métropolitain, des hôpitaux, des maisons de santé, des hôpitaux de proximité, des soins de suite et un hôpital universitaire qui finalement fait correspondre tout ça et gère tout ça en réseau. Avec notamment des technologies qui permettent aujourd'hui de faire fonctionner le réseau assez facilement avec des robots, avec des cabines de diagnostic, etc. Mais après, si on dit on crée une politique, une gouvernance de la santé à l'échelle régionale, c'est pas besoin de faire le grand soir des collectivités, mais on peut dire ça on le confie au président de région et à un collège de maires de ville moyenne ou d'interco, et puis l'État abonde à condition que ça réponde à un plan de déploiement et d'organisation. Et je pense ensuite que en laissant la liberté qui existe dans la Constitution finalement des collectivités de se regrouper, de s'unir, de se diluer, mais à la maille des élus et de l'efficacité reconnue empiriquement, je pense qu'à ce moment-là, on peut ouvrir avec des incitations un mouvement de réforme des structures sur le temps moyen ou le temps long d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais voilà, donner finalement inciter à une politique contractuelle avec des incitations et des abondements intelligents sur la base d'un master plan national pourrait être une manière de mieux gérer les structures actuelles sans faire le grand soir de la réforme. Et donc je crois qu'il faut qu'on se prenne les grandes politiques publiques, encore une fois santé, développement économique, entrepreneuriat, approvisionnement énergétique, mobilité, et organiser ce câblage petit à petit. Il y a un très très beau projet politique à élaborer là-dessus, et pas si compliqué que ça, parce que on a beau dire, les élus, vous les fréquentez beaucoup, ils sont en recherche d'efficacité aussi. Alors bien sûr, il y a des lobbies, bien sûr, il y a des résistances, mais en même temps, on voit bien, on a de moins en moins de moyens, donc de toute façon, on a de moins en moins de leviers, donc il faut qu'on soit plus créatif et qu'on nous donne de la souplesse et cette possibilité de contractualiser au-delà du champ classique. Oui. Alors, à propos de souplesse, tout à l'heure, vous aviez un débat entre nous sur, Hervé Maccabi, connexion sur le concept de ZAN, zéro artificialisation nette. Alors, Qu'en pensez-vous finalement de ce concept et de l'influence sur les possibilités de construire des infrastructures? Vous partiez d'un constat de départ. Il y avait des différences entre ce que voulaient les populations finalement et les schémas qui sont aujourd'hui. Si on rajoute cette de notre point de vue, de difficulté, de sorte de blocage supplémentaire ou de rigidité supplémentaire, nous vivons comme ça. Qu'en pensez-vous? D'abord, sur la forme, je trouve que c'est extrêmement mal monté. Parce qu'on a, encore une fois, on pose une injonction, et vous allez voir les dérogations, ça va aller dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. c'est ingérable. Et c'est pas gérable. On n'a pas fait l'inventaire aussi de l'obsolescence d'un certain nombre de territoires, de zones artificialisées. Et
le retail à la sortie des villes, il ne faut pas être un grand prospectiviste pour s'apercevoir que ça va libérer de l'espace. Donc, les friches industrielles. Donc, malheureusement, ce travail n'a pas été fait. C'est un de grand inventaire, finalement, de l'artificialisation telle qu'elle est, et qui aurait été intéressant, parce que avec un peu de prospective, un peu de planification au sens moderne du mot, on aurait peut-être pu obliger ou inciter dans des SCOT, des SDRIF ou des PLUI, vous voyez, de dire attention, il y a des bornes, avec éventuellement un bilan national dont chacun prend la part au prorata de son PIB ou de sa population, et de laisser ensuite à des présidents de région énormément de souplesse pour que finalement ils gèrent dans un écosystème à animer un bilan d'artificialisation qui soit un bilan neutre, et pourquoi pas. Mais là, ça a été fait dans une granularité très contraignante, puisque effectivement le maire du village ne peut plus rien faire. En revanche, il y en a qui va se retrouver de toute façon avec des friches industrielles pendant 20 ans, avec de l'artificialisation dont il ne tirera pas bénéfice. On aurait pu faire une sorte de marché aussi, vous voyez, qui aurait été une forme de péréquation intelligente. Tu me donnes du droit à un truc, et tu détruis, vous voyez, d'avoir comme on a su faire sur le bilan carbone ou sur autre chose, un bilan occupation des sols, avec aussi des primes sur des éléments de densité, mais de densité intelligente, parce que les gens veulent plus de la densité, donc voilà, je pense qu'il y avait un chemin, surtout que ça percute la crise du logement. Et la crise du logement, moi, j'ai vraiment regardé les chiffres dans tous les sens, c'est pas une crise du logement, c'est une crise de l'absence d'aménagement du territoire. Parce qu'en fin de compte, la crise du logement, qui est très liée à l'artificialisation, à la ZAN, c'est finalement une fausse crise. C'est-à-dire que quand vous fermez des équipements, ben, vous rabattez les gens. La famille de nos gens le retrouvent qui veut avoir une maternité et un minimum de services. Si vous lui dites, écoute, alors il n'y a plus de maternité, pas sûr qu'il y ait un train qui reste, etc., ben, vous l'envoyez dans la métropole. Elle n'a pas le choix. Et donc, après, ben, vous dites, il faut densifier. Mais les gens veulent pas ça. Les gens, ils veulent rester là où ils sont. Et donc, tout ça est pris à l'envers. Et donc, la crise du logement, c'est le fruit d'une injonction métropolitaine, faute d'investissement infrastructurel et d'équipement, qui a finalement astreint les gens à venir se concentrer parce qu'ils ont besoin de services publics, ils ont besoin d'écoles. Et après, on dit, il y a une crise du logement. Et les promoteurs, jouent un drôle de jeu là-dedans. Ils savent très bien que c'est pas une crise du logement, c'est une crise d'aménagement du territoire. Mais eux sont très performatifs, dans le sens économique du mot. C'est-à-dire que, en tirant la sonnette d'alarme de manière très dure comme ils font, ils incitent à la densité, et vous savez qu'ils ont un rendement bien supérieur dans un système densifié. Donc eux, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on leur dise, messieurs les promoteurs, voilà, on a une vraie politique d'aménagement du territoire, bien distribuée, intelligemment distribuée, parce que le promoteur, il préfère que le maire de Neuilly ait l'obligation de densifier, parce qu'il construit des étages supplémentaires à un coût marginal qui valent 15 000 euros ou 18 000 euros le mètre carré en neuf, plutôt que faire des petits R+2, R+3 autour de nos gens retrouve à la place du Carrefour qui fermera un jour, où là, voilà. Et donc, il y a un jeu malsain dans cette approche, cette fausse crise du logement. Et je pèse mes mots, c'est pas très politiquement correct, mais c'est une fausse crise, c'est la crise des conséquences du non-aménagement du territoire depuis 30 ans. Et donc, ZAN, c'est un truc qui est tombé comme ça, de manière opportuniste, pour mettre dans la main des écolos et de la Commission européenne, qui allume la France sur l'absence d'ambition écologique. Alors, on met les voitures électriques obligatoires très vite, mais c'est le drame des constructeurs. J'étais quelques jours avec Dominique Sénard et j'ai eu une discussion avec le patron de Peugeot. Ils sont fous, quoi. Ils vont nous mettre entre les mains les batteries chinoises, des soucis de l'approvisionnement du lithium qu'on ne maîtrise pas, alors qu'on a des promesses de moteurs thermiques à très haute efficacité énergétique, et on part les yeux fermés dans un schéma industriel qui pourra nous mener à l'électrique, mais voilà, sans faire table rase des acquis et de la recherche aujourd'hui. Et donc ZAN, c'est pareil, on a trouvé le truc magique, là, on fait plaisir, mais ça n'a pas de sens, quoi. Et c'est l'absence d'approche globale. C'est une absence d'approche globale qui peut avoir des impacts majeurs au niveau social et pour le futur. Au niveau social, ça va être une catastrophe. Parce que vous avez une population qui dit on veut des échelles humaines, de la proximité avec la nature, etc. Et que vous dites non, nous on va vous faire un modèle concentré dans les villes, empilé les uns sur les autres, avec moins de mètres carrés, parce qu'il faut optimiser l'artificialisation.
vous mettez en pétard une société. Mais Vous mettez en je pétard. pense qu'on a tous conscience, mais vous citiez le chiffre de 87%, tout à l'heure, ça va sidérer la génération des jeunes qui veulent autre chose. Et moi, j'entends depuis 40 ans que finalement, c'est inéluctable. Effectivement, on va tous habiter dans des villes, l'échelle mondiale, l'échelle française, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe absolument incroyable. C'est le grand, alors, c'est une grande bascule dont on, et là, c'est ça qui m'a incité à faire un travail scientifique sur ce sujet, parce que c'est pas du tout effectivement le schéma qu'on avait prévu. C'est tout ce schéma, c'est Friedman 1980, la Terre est plate, hein, le schéma sur la standardisation du monde, l'aplatissement, on va tous vivre dans des villes de manière très normée, très standardisée, mais voilà, comble de la performance, le monde sera extrêmement fluide, on passera de l'un à l'autre. Et donc le modèle Friedman a été une vision de la société qui a fait long feu, parce qu'en fin de compte, elle est totalement à l'inverse des attentes. Lisez la littérature qui est assez profonde là-dessus, de Jean Viard, hein, qui a été un des premiers à dire, attention, on part dans une direction qui n'est pas acceptable sur le plan sociologique, qui n'est pas ce que les gens veulent. Et donc, voilà, je pense qu'il y a eu un discours très intéressé des États. Il y a une espèce de complicité entre finalement les acteurs de l'immobilier et les acteurs étatiques ou publics, parce que et les pure players, les nouveaux acteurs de l'internet. Tous ces acteurs avaient y gagné. La puissance publique, en concentrant les gens, elle fait une économie sur les dépenses d'infrastructures monumentales. Les pure players, les acteurs de l'internet, les GAFAM et autres, en ayant une population très concentrée dans l'espace, ils optimisent en fin de compte leur logistique et ils gagnent énormément. Et les promoteurs ont aussi bien entendu intérêt, puisque encore une fois, hein, la rentabilité est incroyable. Quand vous faites une tour de 30 étages, vous avez des frais fixes qui sont marginalement supplémentaires et vous avez des mètres carrés qui ne suivent pas le côté marginal. Hein. Vous n'avez pas moins en moins cher plus vous montez, hein. C'est l'inverse. Et donc du coup, les architectes là-dessus ont été un peu complices. Ils ont créé des beaux narratifs sur la métropole verte, sur la nature en ville, sur toute cette espèce de poésie artificielle en disant la ville de demain c'est extraordinaire. Sauf que ça marche pas, quoi. La ville de demain, quand vous empilez les gens sur des IGA, c'est pas un rêve, quoi. Et ça fait rêver personne, quoi. Et donc on est un peu là aujourd'hui. Et il y a toute une école dans le monde entier, hein, de chercheurs, d'acteurs politiques, etc., sur la proximité. Et c'est ça qui m'a moi retourné. Hein. J'étais invité en 2017 au Conseil de l'Europe pour une conférence sur ma théorie justement de la ville du système distribué que j'évoquais. Et j'étais invité avec Carlos Moreno qui lui commençait à travailler sur la ville du quart d'heure. Et on se retrouve à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, devant une assemblée extrêmement intéressante parce que c'est des dizaines de pays avec à la fois du politique et de la société civile. Et on passe une journée sur ces nouveaux concepts de système distribué versus système concentré. Et on s'aperçoit à la fois avec Carlos Moreno et moi, qui venons de mondes différents, radicalement différents, que finalement on avait les mêmes interprétations, à la fois sociologiques et économiques. Et puis on voit dans des grandes assemblées comme ça, et on l'a vu après dans d'autres cénacles, combien finalement ça correspondait à une attente. Voilà. Et du coup, pas grâce à moi, hein, mais on a compris qu'il y avait un retournement de société. Et ce retournement de société, il est très bien théorisé par un sociologue que je vous encourage à lire, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un Allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle Résonance. Alors, c'est un petit peu ardu et un gros pavé, mais il dit en quelque sorte, il dit un être humain, il est fait de 3 dimensions. Une dimension métaphysique, une dimension absolue, une dimension sociale et une dimension matérielle. Il dit la société telle qu'elle a évolué a neutralisé la dimension métaphysique et en voie d'artificialisation de la société, du système social, hein, puisque les réseaux sociaux envahissent. Et donc vous avez une espèce de surpondération, de surexposition de la matérialité. Et il dit la matérialité, elle a ce défaut de rendre les gens malheureux, parce que s'ils n'ont que la matérialité pour s'épanouir, forcément, ils verront toujours celui qui a plus qu'eux. Et donc, il dit, Hartmut Rosa, et c'est un peu la même thèse que Jean Viard, mais dans une approche très différente,
Il dit si on ne réveille pas la dimension métaphysique, si on ne remet pas de l'authenticité dans la dimension sociale, on va avoir une société qui va devenir extrêmement dure à gérer et extrêmement malheureuse. L'OMS a sorti il y a quelque temps l'évolution de la dépression et du burn-out dans la société qui ne suit pas la courbe de la qualité de la consommation. Donc, on voit bien qu'il y a un problème quasi anthropologique. Et donc, ces sociologues alimentent beaucoup le débat en disant redonner aux gens la capacité de faire des choix de vie, ce que j'évoquais au début, qui fait à des échelles dont ils rêvent. Certains voudront vivre dans les grandes villes. Et voilà, je suis maire d'une ville dans une grande ville, oui. Mais d'autres font des choix de vie différents. Et là, on voit l'étiage des études d'opinion montre que voilà, on est en résistance et en opposition aux choix de vie qui expriment très largement les nouvelles générations. Oui, et ça s'est même amplifié depuis la pandémie. Ça l'a révélé et accéléré. Ça l'a révélé. Absolument. Et il y a eu des mouvements. Si on essaye de traduire ce que vous dites sur un cas très concret, vous avez raison, je ne sais pas pourquoi, on ne fait que faire peur à nos chers usagers. Je vais prendre le domaine de l'eau. On nous fout la trouille comme c'est pas permis. Nous, au niveau de la filière, on a une première réponse qui est classique, c'est d'abord, au niveau des canalisations, réparons nos canalisations, on récupère 20% d'eau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même, et enfin on commence à entendre parler, c'est la récupération des eaux de pluie. Et on a dans notre filière des constructeurs de matériel, ceux qui font des systèmes de récupération d'eau. Mais ça va au-delà, parce que, comme on dit, on ne peut pas faire d'un côté, il faut de la verdure, et puis plus utiliser d'eau, parce que ça ne va pas quand même ensemble. Comment vous, pour une ville de Neuilly, qui est justement très, très urbanisée, vous allez aborder quand même ce problème de l'eau, parce qu'il existe. Et est-ce que vous êtes déjà sur des solutions de récupération des eaux de pluie pour justement faire des usages qui rendra le bonheur à nos chers usagers? Et sur l'avenue Charles de Gaulle, on a monté avec le CEDIF notamment et l'Agence de l'eau Seine-Normandie un système de récupération d'eau pluviale dimensionné au rythme de la pluviométrie qui est très erratique et qui n'est pas lisse comme on l'a connu avant. Et on a 4 hectares d'espace vert à Charles de Gaulle avec un système d'arrosage qui puise dans les récupérations d'eau pluviale. Donc on a vraiment ouvert ce chantier. Mais oui, l'eau est un très bon exemple de cette contractualisation nouvelle dans la gouvernance. Parce que l'eau, faut gérer les grands lacs et l'amont et l'aval pour réguler les risques de crues. Il faut redimensionner sur le long terme nos déversoirs parce qu'ils ne sont plus adaptés encore une fois à l'évolution de la pluviométrie. Il faut stocker de l'eau, ce qu'on ne sait pas faire puisqu'aujourd'hui, quand il y a une grosse séquence de pluie, ça part dans la Seine et dans nos réseaux d'assainissement qui se déversent dans la Seine parce que on n'a pas le choix puisqu'on n'est pas dimensionné. Donc la politique de l'eau est effectivement une politique dont il faut définir l'échelle et il faut ensuite qu'il y ait une construction stratégique, un parcours qui soit intelligemment fait. Mais là, on se bat entre les syndicats, le département qui a une compétence, les villes qui gardent une compétence, ceux qui ont les réseaux d'assainissement, la métropole qui a la GEMAPI, la gouvernance des zones amont et aval avec lesquelles on contractualise, la métropole contractualise. Mais bon, tout ça est je vais pas bricoler, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu improvisé. Il n'est pas construit. Alors il y a des subventions, des incitations, mais il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une vision globale. Voilà. Et dans un schéma d'aménagement du territoire moderne, comme ce qu'on évoquait, l'eau, l'eau, les énergies, l'énergie renouvelable, vous voyez, aussi. Dans le débat, on a fait avec Cécile Maisonneuve, qui a fait un très beau document sur l'énergie pour Fondapol. Et j'avais dans le débat, j'ai fait un autre débat avec Poirier Dietz, la présidente de GRDF. On dit en fin de compte sur l'énergie, vous avez deux échelles. Sur l'énergie en général, vous avez deux échelles. Vous avez une échelle locale, territoriale sur les énergies renouvelables, parce que l'énergie renouvelable n'est acceptable que si vous en avez le bénéfice sur le territoire. Si on vous dit, je vous connais 50 éoliennes pour alimenter finalement des appros en Espagne, vous allez dire, vous êtes gentil, vous les gardez. Par contre, si je vous dis, écoutez, il y a un mix renouvelable à faire dans votre région, vous pouvez mettre du solaire, de l'éolien, des méthaniseurs, du biogaz, etc. Vous devez introduire 20 ou 30% d'énergie dans votre région avec des solutions, mais vous décidez le mix. C'est pas nous qui nous en occupons. Et vous pouvez introduire les réacteurs nucléaires, les petits réacteurs nucléaires, dont on parle beaucoup en ce moment, qui peuvent, si vous n'y arrivez pas, être un complément d'énergie. À ce moment-là, vous voyez, le président de région ou le collège d'élus
il peut prendre ses responsabilités. Si on te dit, voilà, dans ta région, je t'installe 50 éoliennes et puis tu n'as que tes yeux pour pleurer, ben là, vous avez la conflictualité légitime qu'il y a aujourd'hui. Et donc, je pense que vous avez, sur ce sujet majeur, une échelle locale, claire, et vous avez une échelle européenne d'approvisionnement complémentaire, de négoce d'énergie à l'échelle mondiale, dont on sait que c'est pas la France avec ses petits bras qui va s'opposer demain aux Chinois, aux Russes, aux Américains, c'est l'Europe qui doit, dans une construction européenne et stratégique sur l'énergie, peser en complément d'une quantité d'énergie durable qui est fait et qui est produite dans les territoires. Donc tout ça mériterait des politiques modernes. Et là, on essaie de bricoler dans le vieux monde. Monsieur le Président, Monsieur le maire, je dois vous dire que nous sommes particulièrement sensibles à vos propos parce que ça rend notre association Connexion Papienne qui s'adresse à l'usager et pour qu'il puisse peser sur le débat public encore plus important, c'est-à-dire parce qu'on comprend tout à fait où sont les enjeux et que ces décisions centrales qui veulent être appliquées partout alors qu'il faudrait donner un peu plus de pouvoir aux régions et que ça soit mieux coordonné et que plus que jamais on a besoin d'infrastructures qui sont bien pérennes, qui sont entretenues et qui sont innovantes. Françoise, je crois qu'avec l'avenue Charles de Gaulle, dès qu'elle est finie, on va avoir un poste à mettre en avant. Et on mettra en avant, non pas la technologie, on mettra en avant tout ce qui apporte aux usagers, qui sera un exemple pour que d'autres usagers d'autres métropoles disent « Moi, je veux ça aussi ». Ah, mais pour nous, c'est une très très belle vitrine, l'avenue Charles de Gaulle. Voilà, et alors on fera un poste. C'est le process qui est intéressant. Mais ensuite, Oui, c'est partir du patrimoine, voilà. faire que les gens se réapproprient le patrimoine, C'est réapproprié. justifier du coup de la dépense publique et de l'investissement public Voilà. à l'aune de quelque chose qui a du sens, et ensuite embarquer, parce que moi j'ai 40 permis de construire pour refaire les immeubles de bureaux sur l'avenue depuis 1 an. Parce que les gens disent, maintenant que ça change de standing, on met notre investissement privé dans la foulée. Donc tout, on embarque sur là, un effet multiplicateur considérable. Et l'innovation est importante, et c'est pour ça qu'on a 2 jeunes startups ici. Très bien. Un qui va aborder le problème de la valorisation des eaux de pluie, ce dont vous avez parlé, et la seconde qui est par l'aménagement du territoire, sur les applications d'avatar numérique pour les quartiers visibles. Ok, il y a une Alors, question. j'avais juste une question. C'est, comment dire, quand vous parlez d'agglomérer, est-ce que vous n'essayez pas d'agglomérer plusieurs de vos collègues là, de façon à créer, je dirais, un parti majoritaire, quoi, hein, pour parler. Non, j'ai Parce qu'à un moment donné, pour faire bouger les ouais, carrément, vous arrivez à les faire bouger localement, ouais, c'est ce qui est Ouais. bien. Ouais. Mais j'allais dire, si justement, là, recréer des CHU ou autre, bon, c'est. Non, mais j'ai un sujet. Je n'ai pas forcément les réponses, mais c'est un sujet sur lequel je réfléchis. C'est effectivement quel vecteur politique, à un moment, pour aller poser ça dans le débat. comment faire bouger les choses. Mais voilà, j'y pense. Ça fera l'objet. Voilà, si vous voulez. Pas prendre mettre de la politique devant les Écoutez, les pitchs. Source urbaine. Source urbaine. C'est un très beau sujet politique, une vraie politique. Merci. Elle est là. Excusez-nous, on a perdu la clé USB. Source urbaine. Hop. Cette pollution. Je vous le mets en plus. Et voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, cet accueil et surtout l'opportunité de présenter Source Urbaine. Alors, je vous préviens, ça risque de faire énormément écho aux interventions et aux questions qu'il y a eu juste avant, liées au confort de vie, liées à l'aménagement urbain, liées à la transformation des espaces et notamment à la dernière question aussi qui concernait un peu les enjeux de l'eau, l'eau dans sa globalité et plus particulièrement l'eau de pluie en ville. En effet, ça fait des décennies que l'aménagement urbain a fait en sorte de chasser l'eau
de nos espaces à partir du moment où il y avait la moindre goutte. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un décalage avec les effets du changement climatique qui justement vient dérégler l'habitude que l'on avait vis-à-vis de la gestion de cette ressource. Et c'est justement un peu ce qui a fait la genèse, ce qui a souligné la genèse, la création de sources urbaines. Quand on est en pleine ville aujourd'hui et qu'on parle d'effets du changement climatique, les fortes chaleurs, ce sont des chaleurs extrêmes, qu'on a du mal à supporter. Quand on parle des phénomènes climatiques liés à la pluie, ce sont malheureusement des pluies qui sont soit absentes, soit qui sont dévastatrices quand on les a. C'est notamment l'exemple que l'on a dans les villes du Sud avec les inondations et les phénomènes de pluie. La nature faisant plutôt bien les choses, elle est capable justement d'atténuer les effets de ce changement climatique, mais malheureusement, revégétaliser la ville, transformer la ville en ville verte, c'est très difficile, sans parler de l'entretien que ça représente et de l'aménagement vis-à-vis de la ressource en eau. Donc c'est vraiment ce sur quoi Sources Urbaines va se positionner. C'est avant tout une solution de revégétalisation de la ville, mais avec le très gros volet de gestion des eaux pluviales, on est capable en fait de combiner les deux et d'assurer une certaine autonomie de nos installations, que ce soit des installations que l'on va venir créer ou des installations que l'on va venir transformer. L'autre très gros volet que l'on met en avant, c'est le phénomène d'îlots de fraîcheur, puisque encore une fois, quand on a parlé des îlots de chaleur urbains, le phénomène où la chaleur reste en ville et qui est très désagréable pour notre espace de vie, notre espace de travail en ville, et ben on va être capable de l'atténuer justement en faisant la gestion de cette ressource rafraîchissante, l'eau, et de la végétation, donc la nature qui naturellement atténue ces effets. Alors là, on a fait exprès de vous montrer une de nos installations pour qu'on se rende compte que comment ça fonctionne et comment est-ce que les principes relativement simples peuvent être mis en place. L'eau de pluie qui est collectée des toitures ou de la voirie, elle passe par une unité de traitement d'eau. Encore une fois, l'eau de pluie de voirie chargée en hydrocarbures, en huile, n'est pas du tout propre à la consommation même des végétaux. Donc à partir du moment où l'eau est relativement propre, elle est mise à disposition, elle est stockée dans un volume étanche. Alors dans ce cas de figure, on a une cuve, mais je vous montrerai par la suite un peu les autres possibilités d'ouvrages que l'on peut mettre en place à différentes échelles. Directement au-dessus de cette réserve d'eau, on a la plante, on a la partie naturelle, le substrat végétalisé, qui bénéficie de cette eau qui est stockée. Donc il y a un transfert qui se fait par capillarité directement sur la partie végétale, et cet apport constant en eau permet de supprimer les besoins en arrosage de nos ouvrages. Donc non seulement pour les villes, on leur permet d'adresser les fortes demandes des populations en termes de renaturation, mais en plus, on décharge le travail des services des espaces verts, des services des paysagistes vis-à-vis de l'arrosage, vis-à-vis de l'entretien. C'est un peu la réintroduction de la nature un peu sauvage en ville. Alors c'est un peu l'air du moment, puisqu'en ce moment il y a le salon Vivatech. On met quand même un peu de connexion dans nos ouvrages. Alors, pas de la high-tech, mais justement de la juste tech, pour être sûr que en mesurant quelques données de gestion des eaux de pluie, de bonne santé des végétaux et de température, on est capable d'atteindre les objectifs qui ont été cadrés en amont des projets, tant sur le rafraîchissement, tant sur la quantité d'eau qui est déconnectée des réseaux d'assainissement, que l'effet recherché auprès des passants, auprès des villes. Le côté rafraîchissant que j'ai pu évoquer, le côté îlot de fraîcheur, alors c'est un phénomène qui est très peu documenté. Aujourd'hui, on utilise quand même beaucoup les données de Météo France qui sont vieilles et qui malheureusement ne sont plus adaptées aux îlets de rafraîchissement en ville. Donc on a une volonté, encore une fois, grâce à la connexion que l'on met en place, de mieux documenter ce phénomène et de proposer des rafraîchissements qui sont propres à chaque géographie et à chaque palette végétale s'il le faut, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une fourchette à mettre en avant. On est capable de rafraîchir des environnements qui sont de l'ordre de -2 à -7 degrés, malheureusement, enfin plutôt à cause de la taille de nos ouvrages. C'est le rayonnement, c'est vraiment l'impact de ce rayonnement et de ce rafraîchissement qui est difficile à mesurer. Mais encore une fois, ça c'est un phénomène naturel que les plantes, que la nature propose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les plantes ont un accès à une grande quantité d'eau, elle est capable de la consommer un peu à outrance et de la transpirer à outrance. Et c'est ce fameux phénomène qui permet de rendre l'eau à la nature, de brumiser un peu l'espace urbain et donc d'atténuer les effets des îlots de chaleur urbains. Alors je pense que vous l'avez compris,
le cahier des charges initial de Sources Urbaines, c'était de pouvoir s'adapter à un espace dense, un espace extrêmement contraint. On a parlé de quelques idées de travaux, d'infrastructures que ça pouvait représenter dans la ville. Dès qu'on commence à creuser, vous êtes mieux placé pour savoir qu'il y a du réseau dans tous les sens. Pour des questions architecturales, il y a aussi des contraintes lorsqu'on veut parler du mobilier urbain. Donc, on est vraiment capable de s'adapter, de moduler nos ouvrages tant sur la géométrie, tant sur le dimensionnement par rapport au côté gestion de l'eau, pour atteindre les objectifs qu'on aura fixés avec nos partenaires, alors principalement collectivités, mais aussi on se rend compte que les entreprises privées sont très axées sur ces nouveaux sujets. Quand je parle des nouveaux usages et que justement les capacités à s'adapter à ça, les collectivités ont parfois d'autres enjeux que juste arroser les espaces verts. Ça peut être récupérer l'eau pour nettoyer la voirie, nettoyer une flotte de véhicules, nettoyer des outils. Aujourd'hui, on a le luxe de le faire très souvent avec de l'eau potable en France. Si on peut la garder justement pour l'utilisation personnelle des habitants, c'est encore mieux. Alors, il faut que je parle aussi du côté traitement de l'eau. On a un partenariat depuis l'année dernière, donc qui est rentré dans le capital de Sources Urbaines Saint-Dizier Environnement, qui fait du traitement de l'eau depuis 50 ans. Donc on capitalise sur ce savoir-faire pour adapter les solutions de traitement, mais surtout, on est capable d'utiliser leur savoir-faire et leur capacité de fabrication, d'études, de R&D, pour justement rentrer dans ce nouveau marché, dans ce nouveau volet de confort de vie, d'aménagement du cadre de vie, et aussi de faire de cette gestion un peu hydrique qui pouvait historiquement ressembler à des ouvrages de bassins de rétention, de nous, des choses un peu qui ne sont pas adaptées justement à l'espace urbain dense, va faire en sorte qu'il y ait vraiment une combinaison de tout ça. Pour refaire aussi le parallèle avec ce qui a pu être dit avec les suppressions des places de stationnement, alors sous prétexte de nouvelles mobilités, etc., beaucoup de collectivités se sont un peu alignées sur les décisions de Paris quant à la suppression des places de stationnement. Donc, nous, on a proposé, on va dire, un produit de base qui, en récupérant l'eau des pluies de voirie polluée, déconnecte, donc allège les réseaux d'assainissement, et en même temps, voilà, permet de répondre à cette demande. Mais vous l'aurez compris, le plus gros de nos projets va concerner l'adaptation, la modularité, la mise en avant de la modularité des solutions pour l'usage de nos partenaires, pour mieux comprendre comment optimiser la ressource en eau dans nos espaces. Voilà, ça c'est vraiment pour montrer un peu tous les milieux dans lesquels on peut s'insérer, parce que, encore une fois, on peut se retrouver sur des solutions hors sol, des solutions enterrées, voire même de la transformation d'espaces existants. Ça c'est un volet que je vais détailler par la suite. Et surtout, voilà, en plus du volet accompagnement amont, pendant et après l'installation, puisqu'encore une fois, ça nous est arrivé par exemple de mal dimensionner certains ouvrages quant à l'objectif que l'on voulait atteindre. L'idée, c'est de venir réintervenir sur des ouvrages qui sont relativement simples. Encore une fois, on parle d'un système étanche, de système de stockage d'eau et de palettes végétales. Modifier ça, vraiment reproportionner ces différents éléments pour atteindre l'équilibre en termes d'objectifs. Et derrière, on est aussi en discussion avec beaucoup d'entités pour toutes les questions de financement que l'on peut avoir. Alors là, c'est vraiment plus pour le côté esthétique, parce que encore une fois, l'objectif premier, c'est de revégétaliser, c'est de rembellir notre espace urbain. Donc, on travaille avec des paysagistes comme les jardins de Galie qui nous ont permis de choisir des palettes végétales qui sont vraiment adaptées à des milieux très humides. Et derrière, plus pour un côté esthétique, on va dire un côté mobilier urbain, on est capable de proposer d'autres solutions, de plus des options. Alors sur cette prochaine slide, je vais vous montrer justement la nouvelle gamme de solutions, la gamme de produits qu'on est en train de développer, qui concerne vraiment la transformation d'espaces existants. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément de défaire pour refaire, de tout casser pour remettre du nouveau. L'idée, c'est que sur des espaces déjà végétalisés, même, on est capable de retirer ce qui est existant et d'installer nos solutions de revalorisation des eaux de pluie, encore une fois, en captant l'eau des toitures par les gouttières, en captant l'eau de voirie sur la chaussée, dans les caniveaux, dans les avaloirs. Et en fait, ça se limite à juste étanchéifier des volumes, installer des modules de stockage d'eau, encore une fois en adaptant la bonne dimension en fonction de l'emplacement, en fonction des contraintes urbaines du site en question, et derrière de proposer l'unité de traitement qui va bien et de revégétaliser. Donc d'un point de vue mise en œuvre et d'un point de vue acceptabilité, on est vraiment sur
quasiment de l'existant, on reproduit ce qui est existant, sauf que derrière, on a déchargé auprès des services techniques le travail, la gestion de l'eau, le coût de la ressource, la pénibilité de travail, et en plus, on a offert pour les passants le côté un peu réintroduction de la biodiversité en milieu urbain et rafraîchissement. Merci beaucoup. Et on poste sur ce thème. Ça rejoignit pas mal de questions. Ah, mais ça prend des questions. Bon, bien, nous allons. On échangera au cours de l'amitié. Donc, Urban, c'est une plateforme. Madame Gwendolyn Carpatan, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, effectivement, je m'appelle Gwendolyn Carpatan. Merci. Donc, je viens vous présenter un outil d'aménagement du territoire. Ça tombe bien. C'est un bon casting, hein, au niveau thématique, ça s'enchaîne bien. Donc, effectivement, nous sommes une plateforme numérique qui permet en fait d'apporter une aide à la décision pour la transformation du territoire au service du bien-être des usagers. Alors, c'est à la fois un outil technique, mais un outil aussi adressé aux citoyens, puisque le but, c'est de partager la connaissance. Donc, pour cela, nous avons développé, en fait, nous avons incubé ça dans un bureau d'études au départ, qui est un bureau d'études d'aménagement urbain, qui faisait de la maîtrise urbaine, et donc basé à Rennes. Et donc, cette start-up aujourd'hui est devenue notre scale-up, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on vit notre chiffre d'affaires. Et donc, nous avons développé donc 2 applications pour l'instant. On a une 3e en préparation, dont je pourrais peut-être parler quelques mots tout à l'heure. Donc, la première, celle qui est vraiment orientée sur le suivi en fait du territoire, s'appelle SingCity, donc en traduction littérale pensée urbaine. Et le deuxième s'appelle Athénergie, c'est ce qui permet de mutualiser l'énergie localement. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure sur la mutualisation énergétique locale, parce que c'est la clé. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à, on va dire, écrire, si je puis dire, les éléments principaux de l'Urban Think Platform? Eh bien, finalement, c'était la transformation écologique, parce qu'on voit en fait que les territoires doivent se transformer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que l'évolution du climat, elle est là. Hein. On sait qu'à peu près, on aura la météo de Lisbonne à peu près en 2040 à Saumur. Hein. Ça nous donne quand même une idée du niveau de montée quand même des températures. Donc, pour être pertinent dans les transformations, eh bien, il faut agir tout de suite. Et pour agir, il faut à la fois observer, suivre et surtout évaluer. Parce que si on n'est pas capable d'évaluer pour faire le reporting global, on peut carrément se tromper. Donc rapidement, notre équipe aujourd'hui est composée de développeurs, de data scientists, d'experts zéro carbone. Hein, donc on est une petite quinzaine de personnes. Et l'objectif, c'est vraiment maîtriser la feuille de route vers la décarbonation. Alors j'ai vu le petit logo également de Solar Impulse chez vous. Donc nous aussi, nous sommes labellisés par la fondation de Bertrand Piccard, On les connaît. le nom, et on fait partie des fameuses 1000 solutions. On a aussi eu un prix sur la gestion de la data, et je fais aussi partie de la Confédération des entreprises pour le climat, si vous en avez entendu parler. C'est aussi entre guillemets, une brochette d'entrepreneurs de tout type. Hein. Ça peut être aussi des banques, des assurances, des PME, des TPE, enfin c'est toutes les tailles qui s'investissent réellement pour rendre les choses possibles et essayer de faire bien les choses. Alors, je passe rapidement sur l'essentiel du problème en fait. Hein. C'est que effectivement, la ville concentre le maximum en fait d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même la source principale. 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des villes et des territoires habités. Donc, lorsqu'on regarde un peu plus en détail d'où ça vient réellement, donc vous avez des secteurs émetteurs comme les transports, les bâtiments, les déchets et l'énergie. Sur ces 4 postes-là, vous avez 60% des émissions.
Donc si vous ne touchez pas ces 4 postes-là, ça ne changera pas grand-chose. Les faits, en fait, étant donné que depuis 10 ans, on n'a pas fait grand-chose, et qu'aujourd'hui, on rame pour essayer de décarboner massivement, hein, tout le monde le dit, ok, mais on le fait comment et comment ça se traduit. Donc le but, en fait, c'est, ok, on le fait au niveau des territoires, mais il faut que tout le monde se sente, en fait, concerné. Et donc, on est bien dans la logique du citoyen et de le rendre responsable et investi aussi dans ce mode de décision. Donc, pour qu'il s'investisse dans ce mode de décision, eh ben, on est obligé, je pense, aujourd'hui, parce que toutes les générations sont touchées et même les personnes, on va dire, dites seniors, qui ont 80 ans, hein, ce qui n'est pas, elles se sont mises à l'informatique. Donc aujourd'hui, tout le monde, n'importe quel citoyen, qu'il soit plus jeune ou plus âgé, est capable d'aller sur un outil numérique visuel. Et donc, c'est cette familiarité qu'on a voulu reproduire pour que justement l'aménagement du territoire devienne quelque chose d'appropriable rapidement. Et donc, pour cela, on a mis en place des supports, en fait, d'indicateurs qui permettent de comprendre comment le territoire bouge chez soi et de quelle façon il évolue. Et donc, pour ce faire, on a travaillé sur le domaine de l'eau, l'énergie, tout ce qui est démarche sociétale, la mobilité, les écosystèmes et la gestion des déchets. Pour pouvoir amalgamer toutes ces données qui sont quand même relativement importantes et avoir un outil performant pour être en restitution, eh bien, on a fait appel à des algorithmes parce qu'en fait, même si l'esprit humain peut paraître brillant, manipuler autant de données et croiser les indicateurs, c'est assez complexe. Donc, du coup, on a utilisé cet algorithme qui nous permet aujourd'hui de travailler sur des cas d'usage. Alors, la définition là n'est pas extraordinaire, mais évidemment, en vrai, c'est un peu mieux que ça. Donc, on travaille aussi bien sur la gestion des déchets que les îlots de chaleur, que la mobilité cyclable, que la qualité de l'air, que le problème de l'éclairage intelligent, enfin, toutes les problématiques de la ville, en fait. L'avantage, en fait, de ça, c'est que, du coup, on a un jumeau numérique, alors c'est un terme que vous connaissez peut-être déjà. Donc, on passe de la 2D à la 3D, et du coup, on connecte la donnée là où elle est produite. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la ville, vous avez un avatar, une reproduction stricte, visuellement, de votre ville, et qu'elle ce soit une donnée de voirie ou une donnée de déchets, enfin, issue par exemple du recyclage ou de l'économie circulaire, ou comme fait ICAD, on fait à Aubervilliers pour ICAD un jumeau numérique sur les portes de Paris. Donc c'est un gros site qui fait 60 hectares, c'est là où il y a le siège social des JO de Paris. Vous voyez où c'est. Eh bien, il y a un petit îlot, on va dire, qui a été extrêmement poussé. Ils ont mis une mission hérisson pour bien montrer que la biodiversité, elle était aussi en proximité. Donc, tout ça doit être, du coup, suivi, construit. Voici l'îlot végétal dans lequel il y a la petite mission hérisson qui a été mise en place. Donc ça, c'est jumeau numérique. Là, vous avez une image figée, mais quand on est immergé dans la maquette, tout ça est, on va dire, bougeant, et c'est comme un jeu, en fait, et on peut se déplacer et faire apparaître toutes les données produites par la ville, qu'elles soient liées à l'éclairage, à la voirie, aux déchets, et le tout étant permis de mesurer de cette façon si la performance environnementale est au rendez-vous. Voici d'autres exemples. Ici, on est à Lyon. Là, on voulait voir pourquoi dans certains quartiers, les bornes ou l'employabilité, si je puis dire, ou la fréquentation des bornes cyclables était plus ou moins intense. Pourquoi c'est saturé dans certains quartiers et pourquoi ça ne l'est pas dans d'autres? Est-ce que c'est lié à la distribution de la ville et des itinéraires, ou est-ce que c'est lié à l'âge du capital, c'est-à-dire quelles sont les moyennes d'âge de certains quartiers? On s'est rendu compte quand même qu'il y a une forte corrélation, forcément, en fonction de l'âge de la population moyenne. Donc, on est en train de travailler aussi là sur un PLH. Évidemment, il y a la topo aussi. Mais si je prends un autre exemple sur l'énergie, on sait aujourd'hui que pour des raisons d'obsolescence
non pas programmée, hein, mais une obsolescence que l'on perçoit aujourd'hui par rapport à la qualité énergétique des bâtiments. Hein. Donc, des générations de lotissements, par exemple, ou de quartiers des années 60-70, on sait qu'ils ont une obsolescence de vie, parce que par rapport à la rénovation énergétique qui est nécessaire, vu qu'aujourd'hui ils ont des DPE qui sont plutôt dans les zones E et F, au niveau des PLU, il faut imaginer que ces quartiers-là vont être en renouvellement urbain. Alors c'est une forme de réponse aux âmes, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on va refaire la ville sur la ville. Mais bon, on n'est pas les premiers à le faire, hein, il y en a plein d'autres avant nous qui ont vécu, qui ont fait ça. Donc du coup, c'est normal de refaire la ville sur la ville, mais il faut le faire bien. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir justement avoir une vision complète avec tous les indicateurs qui nous permettent en fait de trouver les meilleurs arguments pour pouvoir recombiner une autre version de la ville, une autre version de l'organisation pour que le citoyen s'y retrouve. Ça, c'est une infrastructure portuaire. Donc si vous êtes venu en Bretagne à Saint-Malo, vous reconnaissez ici. Voilà, parce qu'à Rennes, c'est un peu. Là, on travaille pour le port de Saint-Malo. Donc voici un autre exemple sur les poids lumineux de la ville de Paris, donc avec une optimisation aussi énergétique des poids lumineux de la ville de Paris. Voici un autre exemple sur la gestion de l'eau. Là, on est sur le parc L'Aubervilliers, ce que je vous ai montré tout à l'heure en 3D, là en 2D, avec la connexion de la gestion de l'eau. Donc on sait exactement si la consommation est juste ou pas. Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'on consomme modestement ou est-ce qu'on surconsomme? Ça permet d'avoir, on va dire, une version assez poussée de l'analyse rapide et de l'inventaire en fait de la gestion de l'eau. Parce que habituellement, ça, un opérateur comme ICAD en tertiaire, c'est une foncière tertiaire, elle n'a pas accès à ça. Il faut qu'elle ouvre des plans, il faut qu'elle ouvre des fichiers Excel avec une ribambelle de chiffres. C'est absolument incompréhensible. La seule façon de le traduire, c'est de le visualiser. Donc on le fait également sur les aspects de sobriété, de vacances aussi. Les vacances, c'est-à-dire le fait que des mètres carrés ne soient pas utilisés et qui restent disponibles. Donc les avantages que nos clients ont à l'usage de ces outils, eh bien, c'est que ça leur permet vraiment de comprendre ce que c'est que la décarbonation à l'échelle d'un territoire, quelle part ils peuvent apporter et quelle efficacité ils peuvent en donner à leurs citoyens. Je terminerai sur cette application qui s'appelle Altenergy, qui permet en fait de simuler les possibilités de créer en fait des communautés énergétiques locales. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que l'introduction des ENR va ouvrir un champ des possibles localement, c'est-à-dire on va pouvoir produire de l'énergie locale pour soi-même ou pour son voisin. Ça va être possible de le faire grâce à un nouveau outil juridique qu'on appelle la PMO. Donc ça veut dire personne morale organisatrice. Et c'est vrai que ces PMO, c'est la SCI, faire simple, de l'énergie. C'est un nouveau véhicule juridique qui va permettre en fait de réussir tous les investissements. Il n'y a pas de perdant, ça n'existe pas dans le fonctionnement avec le solaire et de décarboner massivement. Le temps de retour est inférieur à 10 ans. Et donc, le but, c'est vraiment d'être dans cette logique d'une énergie disponible, pas chère et disponible localement. Et c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, là, ils sont OK. Ça met tout le monde d'accord entre les nouveaux quartiers qui arrivent ou des nouveaux quartiers en renouvellement, entre les anciens qui sont déjà habitants là depuis 20 ans, mais qui, grâce aux nouveaux quartiers ou à la recombinaison du quartier, peut retrouver accès à une énergie pas chère et disponible localement, ils disent oui. Il n'y en a pas un qui dit non, parce qu'ils sont bénéficiaires de ce mouvement en fait urbain, qui se fait donc avec eux et non pas contre eux. Et ça, c'est très important de le comprendre et de le faire, on va dire, porter. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on travaille avec des banques qui ont compris que grâce, entre guillemets,
à la taxonomie, je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler de ça. La taxonomie définit des critères ESG, des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Les banques sont qualifiées sur leur capacité à décarboner. Donc, si on est capable de leur dire, il faut 500 000 € et vous décarbonez 100 tonnes, eux, ils signent tout de suite et en plus, ils prêtent de l'argent à un taux bonifié. Donc, en fait, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Le citoyen en premier, parce qu'il va récupérer une énergie disponible localement à sa porte. Enedis est d'accord parce qu'avec la SCI PMO, on va pouvoir redistribuer en fait l'énergie autrement qu'elle l'est aujourd'hui. La seule différence qu'il y aura pour vous, si vous adhérez par exemple demain à ce genre de système, eh bien vous ne recevrez plus votre facture par Enedis, mais vous recevrez la facture par la PMO qui aura été constituée près de chez vous. C'est ça en fait la petite révolution qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a 200 PMO qui existent en France. Déjà. Et ça va exploser. Pour pouvoir dimensionner la PMO, il faut tester en fait. Il faut calibrer les parkings, parce que vous savez, depuis le 10 janvier, on peut aussi tester les parkings. On peut mettre dans une PMO une ombrière de parking. On peut couvrir un bâtiment. Mais pour que ça, entre guillemets, pour le simuler, pour voir la rentabilité, eh bien, il faut travailler avec des indicateurs. Et donc, on a défini une batterie d'une vingtaine d'indicateurs, que ce soit techniques, économiques et écologiques, ce qui permet, en fait, en ligne, d'avoir directement le prédimensionnement par bâtiment, en multi-bâtiment, savoir combien ça coûte, combien ça rapporte, et quelle est l'envergure, en fait, du nombre d'années qui est nécessaire pour amortir. Et surtout, quelle est la capacité, en fait, aussi de fédérer, évidemment, ce voisinage, puisqu'il faut aussi solliciter son voisin. Donc ça, c'est un cadastre solaire. Donc en fait, si on rentre dans pourquoi on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait matcher deux types de données, le cadastre solaire, qui est la capacité, le potentiel solaire de chaque élément structurant. Donc, mais ça peut être aussi une allée de voitures, enfin on va dire un alignement de parking le long d'une voirie. Donc toutes les infrastructures aujourd'hui sont loin de concernées. Et donc on fait matcher ça avec les consommations de tous les bâtiments. On a accès avec cette application à tous les PDL. Alors c'est un jargon que vous ne connaissez peut-être pas. PDL, ça veut dire un point de livraison. Un PDL, c'est le langage Enedis. C'est votre compteur Linky. Voilà, c'est votre compteur Linky avec un numéro qui démarre par 144. Et donc tout le monde a un PDL. Et donc grâce à ça, on récupère votre consommation, la vôtre, n'importe laquelle, à partir du moment où vous êtes d'accord, évidemment, pour pouvoir faire le test. Et si bien qu'on peut le faire à plusieurs bâtiments. Ça, c'est les applications Enedis qu'on utilise. Et donc, demain, vous vous retrouverez avec, en bas de chez vous, un parking comme ça, votre voiture qui s'alimentera directement. Voilà. Donc, c'est un futur possible, mais qui permettrait d'apporter beaucoup d'efficacité localement. Merci, madame. Merci beaucoup.